Bienvenue, merci de passer cette demi-heure avec moi. L'objectif de ce moment qu'on va passer ensemble, c'est donc de parler de personal branding. Mais avant de commencer, j'avais juste envie de vous partager en quelques mots qui je suis et ce qui m'amène à vous parler de ce sujet aujourd'hui. Je suis Noémie Kempf et je suis brand et content stratégiste depuis maintenant 3 ans en tant qu'indépendante. Et concrètement, ce que je fais, c'est que j'aide les marques à définir et créer du contenu puis à le communiquer sur leur réseau pour toucher de manière pertinente leur audience. Et je suis également cofondatrice de Communo, qui est une formation pour apprendre à créer, engager et développer des communautés de marques. À côté de ça, j'investis dans des startups dans l'EdTech et le futur du travail, qui sont un peu mes deux passions. Et je suis la créatrice de The Storyline. Et The Storyline, justement, qu'est-ce que c'est ? C'est un média digital qui est constitué notamment d'un podcast et d'une newsletter qui sont dédiés au sujet du storytelling et de la créativité des marques. Donc 2 fois par mois, j'explore et je rencontre des créateurs, des marketeurs en entreprise pour comprendre ce qui fait le secret des marques désirables. Voilà, mais tout ça, c'est un peu moins intéressant que le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de personal branding. C'est pour ça que vous êtes là. Et si vous êtes là, vous devez déjà savoir un petit peu de quoi ça s'agit. Mais je voulais repasser un petit peu sur les basiques avec vous avant de rentrer dans le concret. Donc le personal branding, ça se définit comme une technique, en fait, un ensemble de techniques marketing qu'on va appliquer, qui sont traditionnellement utilisées par les entreprises et qu'on va appliquer pour valoriser et promouvoir son propre profil. Donc l'idée du personal branding, c'est au final de se constituer comme son véritable produit, comme une marque. C'est un concept qui finalement n'a pas grand-chose de nouveau, qui existe depuis un paquet de temps, puisque sa première mention date de 1937 dans le livre Think and Grow Rich, pas sous la forme, pas sous le nom personal branding, mais sous un concept similaire. Ceci étant dit, depuis quelques années, le personal branding a la cote. Pourquoi ? Tout simplement parce que les réseaux sociaux rendent beaucoup plus facile la capacité des individus à communiquer en leur nom propre. Et il y a tout un florilège d'outils digitaux qui permettent de créer et de diffuser et de promouvoir beaucoup plus facilement son contenu. Donc du coup tout ça fait qu'aujourd'hui le personal branding est devenu un peu un outil incontournable, un levier de visibilité, d'acquisition, de rétention pour les entrepreneurs, mais aussi plus globalement pour les individus, quelle que soit la structure dans laquelle ils vont travailler et évoluer. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est vous, entrepreneurs. Donc je voulais voir avec vous et vous expliquer un petit peu concrètement quels sont les bénéfices que vous pouvez tirer d'une stratégie de personal branding, histoire que vous soyez convaincus et qu'on soit chaud quand on passe sur le côté actionnable. Premièrement, le personal branding, c'est une manière tout simplement d'incarner, de personnifier votre marque. On le sait, les humains ont tendance à beaucoup plus faire confiance aux humains plutôt qu'aux entités, qu'aux marques, qu'aux institutions. Donc au final, incarner et mettre un visage sur une marque, c'est une manière très efficace de gagner la confiance, de créer un lien direct et émotionnel avec son audience. Deuxième chose, si vous employez, si vous recrutez pour votre entreprise, c'est un énorme boost pour la marque employeur parce que ça vous permet d'ouvrir les coulisses de votre boîte, de poser un visage encore une fois humain et d'amener de la preuve sociale sur vos interactions et puis ça vous permet tout simplement d'incarner vos valeurs, celles de votre entreprise et votre vision. Et si vos collaborateurs, vos partenaires, vos cofondateurs ont aussi une stratégie de personal branding, ça peut vous permettre de toucher les réseaux et l'audience de ces personnes-là. Donc en fait d'aller au-delà de la capacité d'impact de votre marque, de votre entreprise. En parlant de visibilité et d'impact, justement, le personal branding, c'est une super manière, notamment sur LinkedIn, parce que c'est un peu le sujet qui nous intéresse, de déployer la visibilité, de développer la visibilité de votre marque. Pourquoi ? Parce que LinkedIn, l'algorithme de LinkedIn, de recommandation des contenus, est fait de manière à privilégier largement les posts et les contenus créés par des humains plutôt que ceux créés par des entreprises. Donc en fait, vous aurez un reach beaucoup plus fort en tant que personne en postant en votre nom que si vous postiez avec le profil de votre entreprise. Par ailleurs, c'est une communication qui est un peu plus subtile. Il y a un monsieur qui est en train d'essayer de photobomber la conférence, les aléas du direct. C'est une manière beaucoup plus subtile de communiquer et de faire passer vos messages plutôt que de communiquer au nom de votre marque qui sera un peu difficile. Et dernière chose, ça vous permet de démultiplier les points de communication et donc de démultiplier vos chances au final de toucher une personne.
Quatrième chose plutôt, le personal branding, c'est une bonne manière d'asseoir votre thought leadership, donc de vous positionner comme un expert et une personne sachante sur vos thématiques de prise de parole. Et enfin, à titre personnel, parce que là on a beaucoup parlé de votre entreprise et de votre projet, à titre personnel, à mon sens, et je l'expérimente depuis maintenant 2 ans, donc j'en suis fermement convaincue, le personal branding, c'est vraiment la meilleure manière au final d'enrichir le seul atout que vous possédiez en propre, c'est-à-dire votre capital de marque. On a tendance à ne pas vraiment réaliser ça, mais votre image de marque, votre marque personnelle, c'est vraiment le seul asset sur lequel vous avez entièrement le contrôle. Et plus vous le travaillez, plus vous lui donnez de la valeur, plus il va prendre en valeur et grandir avec vous et devenir quelque chose de très valorisant pour vous, pour votre profil, mais aussi pour la génération d'opportunités professionnelles au fur et à mesure. Donc je vous encourage, quelle que soit votre situation, à y penser et à commencer à le travailler un petit peu parce que c'est la meilleure manière pour vous, à force de communiquer sur qui vous êtes et sur vos domaines d'expertise, d'attirer à vous des opportunités qui seront générées organiquement par votre réseau. Si le personal branding est bien fait, bien sûr. Passons maintenant sur LinkedIn, parce qu'au final, le personal branding, on a compris ce que c'était la théorie. Concrètement, où est-ce qu'il se manifeste ? Qu'est-ce qu'on va devoir faire pour communiquer et sur quel réseau on va communiquer. Ce dont on va parler aujourd'hui, il y a beaucoup de canaux sur lesquels vous pourriez communiquer et travailler votre marque personnelle, certes, mais celui qui nous intéresse vraiment, c'est LinkedIn, puisque nous sommes sur une catégorie professionnelle et que nous sommes tous dans le cadre, intéressés par la construction d'un réseau professionnel. Pourquoi est-ce que LinkedIn c'est important pour vous et pourquoi c'est intéressant pour développer son personal branding ? Parce que LinkedIn aujourd'hui c'est presque 600 millions d'utilisateurs dont un peu moins de la moitié qui sont actifs mensuellement. Et dans ces 260 millions de personnes qui sont actives mensuellement, 40% des gens y accèdent quotidiennement. Donc tous les jours, il y a plus de 100 millions de personnes qui vont se connecter sur LinkedIn et regarder ce qui se passe, consommer du contenu et interagir avec d'autres personnes. Et c'est extrêmement fort parce que c'est un engagement qui est très très puissant. D'ailleurs, il n'y a pas que moi qui le dis, selon HubSpot, LinkedIn est amplement supérieur aux autres réseaux sociaux, 277% plus efficace que les autres réseaux sociaux pour générer du lead, donc des prospects commerciaux. Et d'ailleurs, il y en a d'autres qui le disent. Vous connaissez peut-être Grégoire Gambato, le fondateur de l'agence de growth hacking Germinal, qui communique énormément sur LinkedIn et qui lui a une stratégie de personal branding très aboutie, que certains apprécient, que d'autres non. En tout cas, elle marche pour lui, puisque d'après ce post que j'ai capturé et qui date d'il y a un peu moins d'1 an, il y a 11 mois, Germinal tirait 60% de ses prospects, de ses leads, de sa stratégie LinkedIn. Donc en fait d'une stratégie finalement organique et d'une stratégie de prise de parole de Grégoire et de l'ensemble des employés Germinal. Le problème, c'est que sur LinkedIn, il y a plein de gens qui se sont rendus compte que c'était intéressant de communiquer et que ça ramenait potentiellement des prospects, que ça ramenait de la visibilité, des opportunités, et tout le monde s'y est mis, et pas forcément bien. Vous avez peut-être vu passer il y a quelques mois, pareil, il y a 1 an aussi, c'était la folie du n'importe quoi sur LinkedIn, tous ces posts tapés 2 fois pour voir les dauphins sauter ou pour voir les feuilles tomber, ou bien des posts de copywriting qui sont un peu creux et qui ne veulent pas dire grand-chose. Le problème donc du coup c'est qu'il y a plein de gens qui se sont mis à communiquer sur les réseaux mais sans avoir une réelle substance et sans avoir un réel message à passer et ça brouille énormément les signaux et ça finit par lasser tout le monde et ça décrédibilise au final le réseau social au global. Donc aujourd'hui on est dans une situation qui est un petit peu mitigé. LinkedIn est toujours source d'énormes opportunités, ça c'est indéniable, mais c'est beaucoup plus difficile de se faire entendre, de se faire remarquer et de faire passer son message parce qu'il y a un peu un flot de contenus qui sont publiés chaque jour et que c'est très difficile pour les gens d'amener assez d'intention et de faire la part des choses entre le contenu intéressant et le contenu qui ne l'est pas. Heureusement, je suis là pour vous partager quelques règles de base pour un personal branding qui va marcher. Pour moi, c'est vraiment une question d'organisation et si on revient à la définition initiale que je vous ai donnée, le personal branding, au final, ce sont des techniques marketing. Donc en fait, il faut vraiment avoir une approche méthodique de cette discipline et ça passe par... à mon sens, en tout cas, c'est comme ça que j'ai théorisé et j'espère que ça vous aidera. 4 étapes. La première, c'est vraiment de clarifier vos objectifs et votre style personnel. C'est l'erreur que font beaucoup de gens qui commencent à communiquer avant d'avoir quelque chose vraiment à dire et d'avoir une idée précise de ce qu'ils veulent exprimer dans le cadre de leur personal branding.
Ne faites pas cette erreur. Prenez le temps en fait de définir vos ambitions. Pourquoi est-ce que vous voulez travailler votre personal branding? Est-ce que vous voulez renforcer votre profil parce qu'un jour vous allez vouloir candidater pour X ou Y job? Est-ce que c'est pour ramener des leads, des prospects sur votre entreprise, sur vos produits? Est-ce que c'est pour recruter des talents? Il y a plein de choses qui peuvent être le drivant principal de votre stratégie de personal branding. Bien sûr, le personal branding va avoir un effet vertueux qui est que tous ces objectifs vont finalement être atteints d'une manière ou d'une autre, mais c'est important de se concentrer sur une chose à la fois et en fait de savoir pourquoi vous faites ces prises de parole. Excuse-moi Jean-Michel, est-ce que tu peux juste... On a un deuxième photobomber. Moi, j'aimerais bien avoir une audience, mais malheureusement, sur cette session, cette année, on n'a pas le droit d'avoir des gens dans la loge dans laquelle je suis présente et c'est 100% digital. C'est bien parce que ça apprend le live. Ok, donc du coup, je vais vous parler des objectifs. Important d'avoir un objectif principal et de s'y tenir parce que c'est l'objectif qui va driver l'ensemble de votre stratégie. Deuxième chose, savoir en fait quelles sont vos limites. Le personal branding, c'est quelque chose qui est extrêmement chronophage. C'est une discipline qui prend du temps et qui va vous demander non seulement de créer du contenu, mais aussi d'interagir avec votre audience parce que les gens vont réagir à vos posts, à vos contenus, vont vous poser des questions, vont vous solliciter. Donc à vous de définir combien de temps vous êtes prêt ou prête à allouer à ce personal branding et à passer du temps sur LinkedIn, à répondre, à interagir avec les gens. Mais aussi dans quelle mesure vous êtes prêt ou prête à vous lancer et vous rendre un petit peu vulnérable. Parce qu'au final, communiquer sur les réseaux, qu'on soit introverti, extraverti, timide ou non, c'est toujours un peu, honnêtement, on va se le dire, se mettre à poil. C'est engager sa responsabilité, c'est engager son image soi-même et partager son opinion à un public qui, on va aussi être honnête, sur LinkedIn, il y a quand même pas mal de trolls et de gens qui sont un peu là pour hater et pour commenter vos posts et répondre à des trucs un peu négatifs. Donc ça peut être un peu intimidant de se lancer. Donc en fait, c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur, mais dont il faut être conscient. Et c'est pour ça que, en fait, je vous invite à réfléchir dans quelle mesure vous voulez mettre un pied finalement dans le domaine public et devenir une personne publiquement reconnue. Après, on est passé Céline Dion ou Beyoncé, mais on reste quand même une personne qui va devenir visible et donc de ce fait vulnérable. Même si ce n'est pas un problème, je veux appuyer là-dessus et il y a des techniques pour se protéger un petit peu entre guillemets et je pourrais les partager dans les questions si ça vous intéresse. Deuxième étape, en fait, une fois que vous savez qui vous êtes, comment vous voulez communiquer et dans quelle mesure vous êtes prêt ou prête à allouer du temps à cette stratégie, il faut vous positionner. Pourquoi ? Parce que en fait, le positionnement, c'est la meilleure manière de vous ancrer de manière claire dans l'inconscient de votre audience. Le positionnement, c'est aussi une notion marketing et ça consiste au final à définir la place qu'on souhaite occuper dans l'inconscient de son audience. Donc, à quel mot-clé, à quelle thématique, à quel sujet est-ce que vous voulez être associé quand les gens parlent de vous? C'est un peu ce qu'on dit de vous quand vous n'êtes pas dans la salle, le positionnement. En bien, on l'espère. J'ai quelques exemples de positionnement de personnalités que j'aime bien parce que je pense que c'est des positionnements réussis et très clairs. Laetitia Vito, qui est experte du futur du travail, auteure reconnue de plusieurs livres, d'une newsletter, de documentaires. Elle écrit des tribunes dans tous les médias un peu influents et elle est vraiment très clairement identifiée sur cette thématique futur du travail. On ne présente plus Guillaume Moubèche, qui est aussi en train de faire une conférence en ce moment, pas loin de là où on est, qui lui est vraiment positionné sur l'entrepreneuriat en général et le bootstrapping plus précisément, avec sa société Lemlist qu'il a créée sans financement et sans levée de fonds et sur laquelle il communique beaucoup. Pauline Léniaud, bien sûr, qui a créé le podcast Le Gratin, qui est devenu un média, un ensemble de formations et qui est elle aussi très reconnue sur toutes les thématiques liées à l'entrepreneuriat et l'entrepreneuriat au féminin. Et Grégoire Gambato, dont je vous ai déjà parlé, qui lui est amplement reconnu sur lui aussi les thématiques quotidiennes de l'entrepreneur et growth marketing. Voilà. Mais pour se positionner, c'est pas forcément facile. Là, je vous ai montré des exemples de gens qui ont réussi à le faire. Concrètement, comment mettre en place un positionnement, parce que je vous promets de vous donner un peu de concret quand même dans cette masterclass aussi, c'est pour ça que je suis là. Le positionnement, c'est au final pas si compliqué que ça. C'est un mot qui fait un peu peur, parce qu'on se dit sur quoi je me positionne, comment je me positionne. On peut se positionner un peu sur tout. On peut se positionner sur un secteur, une industrie, des concepts, une idée, un mot-clé, une méthode. Mais pour réussir votre positionnement, c'est toujours la même recette. En tout cas, celle que moi j'applique depuis un paquet de temps. Et en fait, c'est définir deux éléments très importants.
votre niche et votre proposition de valeur. La niche, c'est l'intersection en fait entre la thématique sur laquelle vous voulez être reconnu ou les thématiques et l'audience à qui vous vous adressez. Donc à qui je m'adresse et de quoi je leur parle. Ça, c'est votre niche. Et il faut que ce soit le plus spécifique et précis possible pour vous permettre d'être très rapidement reconnu sur cette niche par un nombre limité de gens, mais qui seront très engagés parce qu'ils apprécieront vos contenus et ce sera vraiment dans leur problématique. Et deuxième chose, votre proposition de valeur, c'est l'intérêt que votre niche a à vous suivre. C'est ce qui vous rend unique, c'est ce qui en fait justifie que vous allez être un profil intéressant à suivre et que votre personal branding va finalement marcher. Pourquoi se positionner et comment définir une niche claire et compréhensible? Déjà, pourquoi le faire? Parce que nous, on a tendance, en tant qu'être humain, on a des vies très actives, on est tous entrepreneurs, on fait plein de choses, on a plein d'intérêts. Donc quand on rencontre quelqu'un qui nous dit « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», on a envie d'en raconter des caisses. C'est normal, c'est naturel, mais le problème, c'est que le cerveau humain n'est pas fait pour gérer la complexité. Et si vous faites un pitch à rallonge en racontant « je fais du vélo, j'ai aussi X société, j'ai lancé une communauté dans les RH, j'ai aussi écrit 4 livres », les chances sont fortes que en fait, la personne qui vous parlait ait complètement oublié qui vous étiez dans les 3 secondes. Parce que son cerveau n'aura pas retenu un mot-clé ou une idée principale à laquelle elle va vous associer. C'est pour ça que le positionnement et la niche sont importants. C'est vraiment, en 3 secondes, articuler une proposition et une phrase très courte. C'est vraiment comme un pitch très court de vous et de ce que vous faites et de pourquoi c'est intéressant de vous suivre, de rester en contact avec vous, pour convaincre votre audience de vous suivre et pour ancrer votre positionnement dans son inconscient. Un exemple que j'aime beaucoup, c'est celui d'Anne-Laure Lecoeuf, qui a bossé chez Google pendant pas mal d'années et qui s'intéressait beaucoup aux neurosciences et qui a décidé de fonder Ness Labs, qui est sa société aujourd'hui, qui est ce qu'elle appelle l'école de la productivité mindful, donc en pleine conscience. Et ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle enseigne aux travailleurs de l'économie du savoir, ça c'est son audience, comment en faire plus sans sacrifier leur santé mentale. Donc l'idée c'est de mélanger les neurosciences et la productivité, ça c'est ses thématiques phares sur lesquelles elle est identifiée comme expert et leader d'opinion, pour les makers, donc les créateurs qui sont curieux et ambitieux, mais qui ne veulent pas finir en burn-out. Pour moi, c'est un positionnement super clair, c'est la productivité, mais sans burn-out. Donc c'est vraiment, en quelques mots, on a compris ce qu'elle essaye de faire avec les thématiques sur lesquelles elle est positionnée, et on sait définir si ça nous intéresse ou non de la suivre et de rentrer dans son audience. Troisième étape, une fois qu'on a un positionnement clair et défini, il faut comprendre les attentes de son audience cible. Votre réseau, au final, c'est un ensemble de gens qui ont des journées chargées, qui ont un quotidien extrêmement chargé aussi. Et du coup, il faut comprendre comment vous positionnez dans leur quotidien de manière non intrusive, mais de manière assez pertinente pour qu'ils aient envie de prendre du temps pour lire votre contenu et interagir avec vous. Comment vous pouvez faire ça ? En vous posant les bonnes questions, potentiellement réfléchir à quand atteindre votre cible, quel est le meilleur horaire pour poster sur LinkedIn. Et ça passe par des tests, semaine après semaine, de publication à des horaires différentes. Vous pouvez aussi, par exemple, utiliser un petit hack que je trouve sympa, qui est un peu particulier, mais qui consiste à envoyer des emails à des gens à une heure un peu tardive ou très tôt le matin, à une heure à laquelle vous êtes sûr qu'ils ne vont pas répondre, et de voir à quelle heure ils vont vous répondre. Parce que l'heure à laquelle ils vous répondent, tout simplement, c'est l'heure à laquelle ils se connectent sur LinkedIn. Et vous aurez une vision plus claire des habitudes d'utilisation du réseau social de votre audience. Des choses aussi importantes à vous demander, c'est comment est-ce que vous pouvez faire entendre votre voix. Et ça passe par définir des contenus et des thématiques de prise de parole qui sont pertinentes par rapport aux problématiques de votre audience cible. Typiquement, Anne-Laure, c'était les créateurs qui veulent apprendre à être plus productifs. Donc, du coup, ces sujets tournent autour de la productivité. Ça sonne très simple quand je le dis comme ça, mais c'est important de le mettre sur le papier. Et une fois que vous avez vos thématiques, je vous recommande de les mettre dans une espèce d'énorme document, un calendrier éditorial ou un Google Docs, ce que vous voulez, un Notion, et de vous faire un espèce de petit calendrier éditorial où vous savez que chaque semaine, vous allez publier un contenu sur tel ou tel sujet ou toutes les 2 semaines. Et du coup, ça vous permet de planifier un peu dans le temps vos prises de parole, ce qui est assez rassurant. Et par rapport à ça, vous allez aussi pouvoir définir, en fonction des thématiques que vous privilégiez et
des préférences de consommation de contenu de l'audience que vous ciblez. S'ils sont plus ou moins jeunes, s'ils préfèrent les podcasts, vous allez aller vers du podcast. S'ils préfèrent lire, vous allez peut-être aller vers du blog ou de l'article ou des tweets et peut-être aller sur Twitter au final et pas sur LinkedIn. Mais l'idée, c'est que le contenu, il est protéiforme. Et il y a une petite erreur qu'on a tendance à faire au début, c'est d'avoir envie d'en faire beaucoup. N'essayez pas de produire 1000 formats de contenu. Commencez par un format simple pour prendre confiance, pour tester votre audience, tester l'appétence de votre marché, entre guillemets, enfin de votre réseau en tout cas, et voir avec quel type de contenu votre réseau va interagir plus ou moins intensément. Et en fonction de ce que vous voyez, c'est vraiment une approche test and learn, le personal branding. Même si c'est vous qui exprimez votre opinion, c'est important de savoir comment véhiculer cette opinion auprès de votre audience de manière fluide et non intrusive. Et du coup, moi par exemple, avec The Storyline, et je vais vous partager un petit retour d'expérience sur mon podcast et ma newsletter, j'avais remarqué que le podcast, c'était une excellente opportunité pour la cible démographique que je visais, parce que moi, ce que je visais, c'était les marketeurs. Et les marketeurs sont extrêmement friands de podcasts et extrêmement à l'écoute de ces formats audio. Alors que si vous êtes sur une clientèle cible ou un réseau cible un peu plus peut-être un peu plus âgé ou dans une industrie un petit peu moins digitalisée, vous allez peut-être vouloir privilégier la rédaction de tribunes ou d'articles experts ou bien des posts LinkedIn par exemple. Donc réfléchissez à qui est votre audience et comment vous pouvez le plus efficacement la toucher par le biais de contenus qui vont lui parler et qui vont être faciles pour elle à consommer. Mais souvenez-vous que quel que soit le format choisi, le contenu, il doit avant tout en fait répondre à un questionnement ou un problème de votre audience. Ce que vous faites au final, le personal branding, je trouve ça assez rigolo parce que c'est quand même branding de soi, branding personnel, mais ça n'a absolument rien de personnel. C'est quelque chose d'extrêmement collaboratif. Et au final, la personne qui met en place une stratégie de personal branding, elle se met un peu au service de son audience. Donc il faut que vous compreniez comment vous mettre au service de votre audience et de votre réseau pour vous positionner comme un leader d'opinion et quelqu'un de pertinent à suivre, pour ensuite récupérer, bénéficier des fruits de cette stratégie et attirer à vous des opportunités beaucoup plus qualifiées et beaucoup plus qualitatives. C'est vraiment la base du content marketing également, qui est au final l'approche marketing dont s'inspire le personal branding. Mais je vous engage vraiment à toujours garder en tête votre audience. Parce que le personal branding, souvenez-vous, ce n'est pas personnel. C'est vraiment, certes, vos idées, mais au service d'autres personnes, d'autrui, de votre réseau. Ça fait très altruiste ce que je raconte. Et du coup, pour finir, je voulais vous partager mes apprentissages concrets de The Storyline, puisque ça fait maintenant bientôt 2 ans que j'ai lancé le podcast, puis la newsletter. Initialement, pourquoi est-ce que je me suis lancée dans un personal branding et le lancement d'une newsletter? Parce que j'avais un objectif professionnel, c'était de rendre mon profil de content manager. Je commençais à l'époque à avoir un peu de traction, mais je restais relativement anonyme en tant que freelance. Je voulais donner en fait de la visibilité à mon profil, mais aussi rencontrer des pairs pour comprendre eux quelle était leur approche de la pratique du content marketing et de la brand stratégie. Et je voulais au fait aussi rester tout simplement au fait des évolutions de mon secteur d'activité. Et je me suis dit, c'est une bonne idée d'aller interviewer des gens, donc des pairs, mais au lieu de le faire de manière informelle et individuelle, je vais aussi enregistrer ces échanges et je vais les partager à mon réseau. C'était assez naïf au final comme démarche. Et l'élément différenciant de The Storyline dès le début, c'était un constat. C'était qu'à l'époque où je me suis lancée, donc il y a un peu moins de 2 ans, il y avait beaucoup de podcasts marketing, mais beaucoup plus centrés sur le growth hacking et sur des côtés très transactionnels, très quantitatifs, très growth. Et il n'y avait rien qui traitait de la créativité du storytelling et du branding à part entière. C'était quelque chose d'un peu obscur, une nébuleuse que les gens ne comprenaient pas trop. Donc je me suis dit, et pourquoi pas, moi, me positionner dans cette niche qui n'est pas encore vraiment adressée. C'est ce que j'ai fait. Et il y a eu assez rapidement pas mal de traction sur le podcast, des sollicitations pour des interventions publiques, pour des retours d'expérience, etc. Donc au final, l'objectif de me positionner sur ce secteur était plutôt atteint. Et je me suis dit, ok, je vais passer l'étape supérieure du
du podcast, je vais développer un média. Et ça va me permettre en fait d'amplifier ces prises de parole et d'être encore plus visible et encore plus reconnue. Une course sans fin. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai refondu l'identité visuelle de The Storyline. Je vous montre quand même, on n'est pas sur le même niveau de talent graphiste. Ça c'est moi qui l'ai fait, ça c'est une personne de talent qui s'appelle Elsa Martino, que je vous recommande si vous cherchez un graphiste. Mais du coup l'idée était de passer sur une professionnalisation de mon identité visuelle et également de décliner les formats. Et d'un podcast, je suis passée à également une newsletter mensuelle, un site vitrine sur lequel je publie des articles de temps en temps, des guides, etc. Et des webinaires et toujours des prises de parole qui étaient listées sur mon site. Et qu'est-ce que j'ai appris après quasiment 2 ans de promotion de ces contenus et de personal branding sur LinkedIn? Je précise que moi, ma stratégie a été très simple. J'ai vraiment, de base, parce que j'avais fait cet objectif, cette réflexion sur à quel point est-ce que j'ai envie d'engager mon profil personnel. Et moi, je suis quelqu'un de relativement, peut-être que ça ne se voit pas, je ne sais pas, mais je suis relativement timide et j'ai eu beaucoup de mal au début à prendre la parole sur LinkedIn. Donc, j'avais limité mes prises de parole à 2 fois par mois. 2 posts par mois pour partager les publications des épisodes de The Storyline. Donc c'est une communication qui est relativement faible, mais qui a très bien marché et qui m'a donné une énorme visibilité. Donc je suis la preuve vivante que ça marche quand même. Ce que j'ai appris, ceci dit, c'est qu'en parallèle de la communication sur LinkedIn, il y a des petites choses qui peuvent vous apporter un boost d'audience ou un boost de visibilité. Sur cette slide, en gros, c'est les courbes d'évolution à gauche des abonnés de la newsletter The Storyline et à droite des écoutes du podcast The Storyline. Et en fait, vous pouvez voir que à certains moments, il y a des petits spikes comme ça qui sont assez impressionnants. Et en fait, à chaque fois, c'est une action particulière que j'ai menée et que je vous invite à garder en tête si vous lancez pour créer du contenu et prendre la parole sur les internets. La première chose sur The Storyline, la newsletter, c'est que quand j'ai lancé la newsletter, j'ai offert un cadeau. J'ai posté sur LinkedIn, ma newsletter se lance, etc. Je vous offre la toolbox du contenu. C'est un ensemble de tous les outils que j'utilise pour créer du contenu efficacement et rapidement. Et je vous l'offre si vous vous inscrivez à la newsletter. Et là, bim, j'ai eu plus de 300 personnes qui se sont inscrites sur un seul post LinkedIn. C'était assez impressionnant. Moi-même, j'y croyais pas trop. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant de voir que quand vous êtes dans le don et que vous faites un cadeau contre... mais ça se fait beaucoup sur LinkedIn, cadeau contre commentaires sur mon post, etc. Moi, j'ai fait cadeau contre abonnement à ma newsletter et ça a très bien marché. Et je pense que ça marche encore aujourd'hui. Et la deuxième chose qui a vraiment très bien marché, c'est le jour où j'ai été invitée par Germinal, encore une fois, pour faire une masterclass sur le storytelling avec Kevin, qui était le responsable marketing à l'époque. Je ne sais plus s'il est encore responsable marketing ou pas, je crois qu'il est parti dans un autre job. Mais bref, en fait, cette petite conférence n'a pas duré longtemps, mais elle m'a permis de toucher des audiences de Germinal qui n'étaient pas mon audience directe et donc du coup d'élargir mon reach. Et ça, c'est une super bonne pratique dans le personal branding, c'est de s'associer avec des gens, de faire de la co-création de contenu pour atteindre des audiences auxquelles vous n'avez pas forcément accès, vous, avec votre reach organique. Donc les partenariats, la co-création, c'est top. Et sur le podcast, tout simplement, c'est un sujet sexy. C'était au final le tout premier spike, c'est quand j'ai parlé de personal branding justement avec Juliette Hervé. Personal branding qui est l'épisode qui a été le plus écouté à date du podcast de Storyline, qui est donc vraiment le sujet qui intéresse le plus les auditeurs. Et l'idée, c'est vraiment d'identifier s'il y a, je ne dirais pas qui était l'intervenant sexy, je vous laisse deviner et aller voir sur mon podcast. Mais en fait, l'idée, c'est d'identifier soit des sujets qui sont vraiment passionnant pour son audience et de creuser dans ces sujets, soit d'interviewer ou de mettre en lumière des profils et des personnalités qui sont eux hyper reconnus sur leur niche pour pouvoir bénéficier de leur rayonnement de manière vertueuse. Un autre truc que je trouve important et que j'ai appris, c'est l'importance de toujours demander du feedback. Et typiquement, dans la newsletter The Storyline, à la fin de chaque newsletter, je demande aux lecteurs de noter ma newsletter. C'est pas facile, parfois ils sont pas très sympas, mais ils sont honnêtes et ça c'est cool. Mais du coup, l'idée c'est vraiment de comprendre, est-ce que cette thématique t'intéresse ? Plus, moins, oui, non. Qu'est-ce que je garde dans la newsletter ? Qu'est-ce que je quitte ? Qu'est-ce que j'arrête de faire ? Qu'est-ce qui était vraiment nul ? Et les gens en fait prennent le temps de répondre, prennent le temps de donner leur opinion et ça permet en fait de vraiment organiser le contenu et de l'améliorer de manière graduelle et
et organisé dans le temps et de toujours devenir meilleur. Parce que prendre la parole, c'est bien, mais l'objectif, c'est vraiment de vous dépasser et de donner le meilleur de vous en créant des contenus qui sont pertinents pour votre audience. 3 petits mots de la fin, il reste 18 secondes, je vais speeder. Première chose, je pense qu'un truc que j'ai appris et qui me tient énormément à cœur, c'est de casser le mythe de personal branding qui est réservé aux gens qui se la racontent et qui ont des trucs à dire. Je pense que n'importe qui peut prendre la parole en ligne à partir du moment où vous savez rester authentique, fidèle à vos valeurs et que vous avez des choses que vous avez envie de partager. C'est vraiment une démarche qui consiste à partager son opinion sur des sujets et à faire venir à soi des gens qui partagent ses idées, qui partagent ses valeurs et que vous allez pouvoir aider. Donc je trouve, oserais-je dire que le personal branding est altruiste, c'est mon opinion en tout cas, mais je pense que c'est important de rester authentique et cohérent avec votre propos dans le temps. Sinon, vous allez perdre votre audience. Deuxième chose, ne pas avoir peur de répéter parfois ce que d'autres ont fait ou de reprendre les techniques qui marchent. Par exemple, le cadeau contre un commentaire ou cadeau contre une inscription à la newsletter. Il y a 1000 personnes qui l'ont fait. C'est pas pour autant que ça va pas marcher. Il y a cette citation que j'aime beaucoup, je ne sais plus de qui. Je crois que c'était non, pas du tout Victor Hugo. Non, absolument pas. Je dis n'importe quoi. Victor Hugo était français. Je ne sais pas qui a donné cette citation. Si vous le savez, dites-le dans les commentaires. Mais en tout cas, c'est les bons artistes copient, les artistes excellents volent. Picasso, mais voilà. Oui, Victor Hugo, same. Les excellents artistes volent. Et en fait, soyez des excellents artistes, volez et réappropriez-vous les techniques qui marchent en y mettant votre petite touche personnelle et c'est là que vous allez vraiment décoller. Inspirez-vous de ce qui se fait, regardez les recettes secrètes des grands marketeurs, mais faites-les à votre sauce avec un petit truc en plus pour vous assurer que vous soyez vraiment unique et que ça marche. C'est vraiment ce que j'essaye de faire systématiquement. Mais ça n'empêche pas de piquer des idées à tout le monde, ça c'est sûr. Et puis ensuite, allez-y graduellement, il n'y aura pas forcément des résultats tout de suite. Parfois c'est un peu frustrant, on a envie que ça marche, on a envie d'être reconnu et puis vous allez commencer avec 5-6 likes et c'est super frustrant et pour l'ego parfois ça fait un peu mal. Mais avec de la patience et en plantant des petites graines, vous allez finir par récolter les fruits de ce que vous avez semé. Mais c'est surtout si vous restez cohérent avec qui vous êtes, avec les messages que vous voulez porter et que vous engagez votre audience, que vous vraiment échanger avec les gens et que vous prenez le temps de partager vos idées avec eux. Voilà, alors pour terminer, j'ai un petit cadeau pour vous, puisque j'aime bien les cadeaux, vous l'avez compris. Je vous propose en fait de vous offrir des petits modules de formation d'une formation au personal branding que j'ai créée il y a quelques temps. C'est 4 modules vidéo, il me semble, les 4 premiers. Ils vous aideront peut-être à réfléchir un peu plus en détail à vos objectifs, votre niche, votre proposition de valeur. Et du coup, ils sont accessibles sur le lien que j'ai mis ici, bit.ly/personal-branding-bpi. Je pense qu'on le partagera aussi ensuite dans les commentaires. Et puis si vous voulez rester en contact avec moi, ce qui me ferait extrêmement plaisir, vous pouvez me retrouver sur le podcast, sur la newsletter et sur LinkedIn bien sûr. Ouais, ok, super, on a des questions. Question de Quentin. Oui. Sur LinkedIn, beaucoup conseillent de parler de soi au lieu de parler de son entreprise. Oui. Est-ce que cela est toujours vrai ? Oui, ça revient au côté incarnation de son entreprise. Après, on peut parler de soi tout en parlant de son entreprise, mais en donnant un ressenti d'un point de vue dirigeant, en parlant des galères. En fait, je pense que ce qui marche vraiment très bien sur LinkedIn aujourd'hui, c'est ouvrir les coulisses de sa vie d'entrepreneur et de ses galères dans son entreprise ou bien de ses réussites. Donc il y a toujours ce côté, ça dépend ce que Quentin tu entends par parler de soi. Peut-être qu'il vaut mieux éviter de parler de ta vie perso à 100%, mais tu peux parler de tes doutes, de tes galères, de la difficulté par exemple à recruter ou de la difficulté à établir un salaire transparent dans sa boîte, etc. Je pense que c'est des thématiques qui vont toucher les gens à un niveau émotionnel directement et qui vont permettre de créer un lien d'empathie. Tant que les gens se retrouvent dans ton propos, je pense que c'est ok d'en parler sur LinkedIn. Mais en effet, les discours avec un caractère un peu plus personnel marchent mieux que le côté simplement thématique expertise. Question de base de Yann. Yes. Quand on est entrepreneur, faut-il travailler la page entreprise et la page personnelle ? Faut-il différencier les postes ? Alors, moi je pense qu'il faut vraiment beaucoup miser sur la page personnelle parce que c'est vraiment avéré que l'algorithme de LinkedIn va privilégier le reach des posts
de profil individu plutôt que marque. En revanche, je pense que c'est quand même important d'essayer de... Moi, sur les boîtes que j'ai créées, j'essaie de publier une fois par semaine. Alors, pas sur The Storyline, c'est un mauvais exemple, mais sur Communo. J'essaie de publier une fois par semaine parce que ça peut être déceptif si quelqu'un arrive une fois sur la page LinkedIn de votre entreprise et qu'il y a zéro contenu, zéro post, bah, c'est quand même relativement... C'est pas rassurant. On se dit, ah, c'est bizarre, ils sont pas en activité, etc. Donc, en gros... Le gros des posts sur votre profil, votre page profil personnel, mais quand même faire le minimum syndical sur votre page LinkedIn d'entreprise, même si vous n'avez pas de reach et que ça vous amène rien, c'est juste pour au moins avoir un effet un peu rassurant quand quelqu'un va atterrir sur cette page LinkedIn. Il n'y aura pas d'objectif héroïste sur cette page, mais elle aura le mérite d'exister et aujourd'hui, je pense qu'il faut quand même qu'elle existe. Question de Michael. Yes. Que signifie post de copywriting? Que signifie post de copywriting? J'en ai parlé? Ouais, je crois que c'est dans... Eh ben, un post de copywriting. Alors, un post, c'est du coup un post LinkedIn. Et le copywriting, c'est... désolée, j'ai pas passé en détail dessus. Le copywriting, en fait, c'est simplement une pratique. C'est l'art de l'écriture pour convaincre. C'est vraiment la maîtrise des mots à destination de conversion, ou en tout cas d'amener la personne qui lit votre texte à une action très précise. Généralement, s'inscrire à une newsletter ou acheter votre produit. Et le copywriting, c'est donc cette discipline, c'est un métier, copywriter, et ça repose sur un ensemble de techniques d'écriture. Par exemple, la méthode qu'on appelle AIDA, qui est assez connue, qui consiste à écrire un post LinkedIn en fonction d'une structure très précise, donc avec A, attract, donc attirer l'attention par une première phrase, I, interest, susciter l'intérêt de la personne qui vous lit par la deuxième phrase, D, desire, susciter le désir, faire comprendre à la personne qu'elle a tout intérêt à potentiellement continuer à lire le post et lui faire comprendre qu'il y a quelque chose qu'elle va pouvoir faire à la fin du post. Et AIDA, action, voilà. Dernière étape, action. Une fois que la personne est dans une situation de désir, vous l'appelez à passer à l'action. Et donc, vous mettez une dernière phrase qui lui dit, pour bénéficier de cette offre qu'elle désire, cliquez sur ce lien ou allez acheter en promotion sur mon site ou bien inscrivez-vous à mes newsletters, etc., etc. Voilà, j'espère que c'était clair, mais c'est un ensemble de techniques d'écriture pour convertir. Question de Sylvian. Yes. Le personal branding est bien sûr adapté à tous les types de réseaux sociaux. Je me suis penchée sur LinkedIn aujourd'hui parce qu'on est plutôt dans un secteur dans lequel on est sur du professionnel. Mais le marketing de soi, c'est aussi quelque chose que pratiquent par exemple les créateurs et les influenceurs lifestyle. Mais donc du coup, qui va s'exprimer sur des réseaux comme Instagram, TikTok. Et certaines personnes développent leur personal branding sur Twitter. En fait, tout dépend de l'audience à laquelle on s'adresse et de l'objectif. Instagram, TikTok, ça va vraiment être sur des cibles beaucoup plus jeunes et qui maîtrisent beaucoup mieux ces nouveaux réseaux sociaux et des formats vidéo beaucoup plus interactifs et des types de contenus qui sont beaucoup moins professionnels et qui sont beaucoup plus dans le lifestyle et le côté entertainment. Twitter, ça va beaucoup être sur tout ce qui est opinion politique, créativité pour un peu des intellectuels, des penseurs ou bien des créateurs de tout type. Et LinkedIn reste, je pense, le plus intéressant quand vous êtes dans une démarche professionnelle. Une question de Xavier. Nous sommes tous très sollicités. Comment faire pour optimiser son temps? Grande question. Si je le savais, je serais sur une plage en train de siroter une noix de coco. C'est vrai qu'en fait, ça, je l'ai un petit peu mentionné, mais je ne me suis pas attardée dessus. Le personal branding, s'il est bien fait et qu'il marche, il y a un revers à ça, c'est que les gens vont vous contacter, vous solliciter, et que ça peut devenir un petit peu fatigant, voire stressant, d'avoir toujours 30 emails non lus, 50 emails non lus et d'avoir l'impression de courir après le temps. Je pense qu'il y a plusieurs choses. D'une part, à terme, quand vraiment on atteint ce seuil critique où on ne peut plus interagir avec tout le monde, ou en tout cas qu'on ne peut plus le faire sans mettre en risque sa santé mentale et son énergie et sa santé physique, je pense qu'il faut apprendre à dire non.
c'est quelque chose que moi j'apprends à faire en ce moment même et que j'ai beaucoup de mal à faire, mais il faut apprendre à expliquer que en fait là on ne peut pas et qu'on n'est pas disponible et que si la personne veut nous parler, potentiellement elle peut consommer tel ou tel contenu ou bien elle peut venir à tel ou tel événement. Vous pouvez organiser des apéros avec votre réseau sur des thématiques, etc. Ça peut être aussi une solution. Et par ailleurs, je pense qu'il faut se fixer des créneaux. Moi, je me fixe des créneaux spécifiques sur lesquels je vais aller sur LinkedIn et sur lesquels je vais répondre aux mails des gens qui m'écrivent, qui me demandent des conseils, qui me posent des questions. Ça me permet de cadrer un petit peu ça et d'avoir des moments sur lesquels je peux me concentrer sur le travail, sur mes boîtes, sur The Storyline, sans être complètement happé par un flot d'informations, de demandes, de messages. C'est quelque chose que j'avais tendance à ne pas faire avant, cloisonner mes temps sur les réseaux et sur les apps, mais maintenant je le fais systématiquement. Question de Teresa. Yes. Comment les entreprises gèrent ce côté personal branding? Sont-elles d'accord? Je pense ça revient à la deuxième vertu que j'avais nommée, qui était la marque employeur. Moi, je pense que c'est extrêmement bénéfique pour une entreprise que ses employés aient une stratégie de personal branding et soient visibles et reconnus sur les réseaux. Je vais donner un exemple que j'aime bien, c'est celui de la marque Spendesk. Spendesk, c'est donc une société d'outils comptables pour les directeurs financiers. Et il y a plein d'employés de Spendesk qui sont relativement populaires et visibles en ligne. Il y a Juliette Hervé qui est Inbound Marketing Manager. Il y a Jérémy Goyot qui a quitté Spendesk il y a quelques mois, mais qui était le premier employé Growth. Il y a qui d'autre? Il y a Faustine qui a aussi quitté la société le mois dernier, mais qui était la Head of Community. Et toutes ces personnes, tous ces profils communiquent énormément sur les réseaux, parfois en leur nom propre, sur des sujets qui leur sont propres, mais aussi parfois au nom de Spendesk. Et du coup, c'est bénéfique pour la marque parce qu'elle en fait, bénéficie directement du reach et de la valeur du contenu produit par ses employés. Bien sûr, en tant qu'employeur, on peut se dire pourquoi cette personne a besoin de devenir visible. Est-ce que c'est parce qu'elle veut préparer la suite et passer sur un autre job? Je pense que c'est un risque à prendre et que c'est le rôle de l'employeur de faire en sorte que l'employé n'ait pas envie de quitter la boîte. Et c'est pas en le muselant et en l'empêchant de prendre la parole sur les réseaux sociaux qu'elle va réussir à le retenir et à le faire se sentir bien dans son job. Au contraire, le fait de faire confiance et d'encourager, voire de créer un piédestal et de proposer aux employés de co-créer du contenu ou même de les encourager, je pense que c'est extrêmement vertueux et ça peut maximiser la rétention, minimiser le churn parce qu'on va se sentir mieux dans sa boîte et on va se sentir soutenu et reconnu. Mais c'est très utopiste. Les articles de LinkedIn sont-ils un bon support? Ou est-il préférable de publier un lien vers un article de blog? Alors, bonne question. Je me la pose souvent. Personnellement, sur The Storyline, je vais publier des articles de blog sur le site thestoryline.fr parce que j'ai un objectif de trafic sur ce site. Et donc, du coup, si je publie sur LinkedIn à 100%, j'aurai 0 trafic sur thestoryline.fr. Ceci étant dit, je me demande si LinkedIn ne va pas avoir tendance, et ça c'est quelque chose qui n'est pas avéré, donc c'est à vérifier, je ne le sais pas, mais je me demande si LinkedIn n'a pas tendance à promouvoir et à valoriser le contenu qui est publié sur sa plateforme, parce que l'objectif de LinkedIn et de l'algo, c'est de maximiser le temps qu'on passe sur LinkedIn. Donc si en fait vous publiez un article sur LinkedIn, théoriquement, si vous lisez l'article, si l'utilisateur lit l'article sur LinkedIn, il va passer plus de temps sur LinkedIn, et donc LinkedIn a tout intérêt à valoriser ça, quoi. Donc j'aurais tendance à dire que si vous êtes simplement entre guillemets dans une stratégie de personal branding sur LinkedIn et que vous n'avez pas un site perso ou un autre format sur lequel vous voulez amener les audiences, vous pouvez potentiellement tester et rester sur LinkedIn. Et où est-ce qu'on publie les liens? Si jamais c'est un lien externe, c'est peut-être plus le cas, mais moi j'en étais restée il y a 1 an à c'est mieux de publier dans les commentaires parce que LinkedIn n'aime pas qu'on fasse sortir l'utilisateur de sa plateforme, et si dans le post vous publiez un URL externe, LinkedIn va le pénaliser. Mais Caroline Mignot, qui a le podcast Marketing Square, je crois qu'elle a traité la question dans un de ses derniers épisodes de podcast que je vais aller écouter, je ne l'ai pas encore écouté, mais moi pour l'instant systématiquement je vais mettre les liens dans les commentaires. Après, est-ce que ça a vraiment une grosse incidence? Je sais pas. D'expérience, ce qui donne le plus de reach et de visibilité, c'est plus de taguer des gens qui ont déjà un bon score de crédibilité sur LinkedIn et du coup qui vont vous faire bénéficier, s'ils interagissent avec votre post, de leur reach.
Ouais, bah peut-être une dernière question ou non? Allez, enfin, moi je suis. Peut-on monétiser son activité sur LinkedIn? Peut-on monétiser son activité sur LinkedIn? Intéressant. Directement, il n'y a pas de levier de monétisation sponsorisé par LinkedIn, mais je suis peut-être l'exemple. Après, j'ai plein d'autres contenus, mais je pense que si vous devenez reconnu et établi sur une niche et que vous communiquez sur cette niche, eh ben, il y a toujours un moment où on va vous inviter à prendre la parole. Vous allez potentiellement devenir speaker, faire des conférences, des webinaires, tout ça. Et il y a forcément un moment où on va vous contacter pour de la prestation. Potentiellement, ces conférences, vous pouvez les monétiser d'ailleurs. Vous pouvez être payé pour être speaker. Il faut être un peu connu. Et c'est pas systématique. Mais à côté de ça, on peut aussi solliciter vos services sur des missions de conseil ou des choses comme ça. Donc je pense que oui, à terme, on peut trouver une manière intelligente de monétiser. Il reste 3 secondes. Merci pour votre attention et à bientôt.